L'eau est manifestement un élément provoquant des catastrophes souvent tragiques. Après les torrents bouillonnants, c'est vers la mer et l'océan que nos équipes sont allées à la rencontre d'autres sauveteurs. Les hélicoptères de la marine française veillent sur 5500 km de littoral où croisent chaque année près de 50 000 navires de commerce et 850 000 embarcations de plaisance. Ce sont avec les marins de la 35F à Hyères que nous allons aborder une autre facette du service public prise en charge par l'armée française, le sauvetage en mer. La mort dans notre métier, on n'y pense pas. On pense surtout à ceux qui sont en bas et qui, eux, sont peut-être en train de la vivre. Donc c'est un petit peu la raison de notre intervention. On n'est pas téméraire. On ne part pas dans l'hélicoptère avec l'idée qu'on a peu de chances de revenir. On est assez confiant sur notre machine, sur nos compétences. Et de toutes les façons, on est très rarement amené à prendre des risques qui pourraient mettre en danger notre vie. Le but du jeu n'étant pas d'aller sauver une personne dont la vie est peut-être perdue, on ne le sait pas encore, et de se mettre en danger et peut-être de tuer 4 ou 5 personnes. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Depuis sa création en 1995, le détachement 35F de Hyères, qui intervient à bord d'un hélicoptère Dauphin sur tout le secteur Méditerranée, a effectué plus de 500 missions et sauvé 206 personnes. À la mer, on a certainement, dans le cadre de notre travail, une perception différente de la plupart des gens qui vont à la mer pour leur loisir. Donc quand je fais de la plongée, du kite ou même au bord de la plage, la mer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Par contre, dans le cadre de notre travail, on est souvent amené à intervenir dans des situations difficiles. Et là, l'eau, ça représente un danger important. Hors opération de sauvetage, des vols d'entraînement en conditions réelles sont effectués tout au long de l'année afin de maintenir l'équipage à son meilleur niveau de compétence. Dans une eau à 12 degrés, notre caméraman a plongé avec les sauveteurs de la 35F. Une fois sur place, tout va très vite. Les opérations d'hélitreuillage durent rarement plus de 5 minutes. Lors de cette opération extrêmement délicate, où l'aéronef doit maintenir sa position dans les vents soufflant à plus de 100 km/h, ou suivre la course d'un bateau en marche dans la tempête, c'est le mécanicien de bord, celui qui guide le treuil, qui devient véritablement l'œil du pilote. Il doit avoir une confiance absolue en lui. La moindre incompréhension entre ces deux personnes aurait des conséquences irrémédiables. Ce qui se passe dans la tête d'un sauveteur pendant une situation très délicate, c'est surtout le retour de tout son entraînement. C'est des gestes en général qui sont réflexes. L'être humain dans ces conditions n'est pas très performant et c'est justement à ça que sert l'entraînement. C'est de se retrouver dans des conditions que l'on a l'habitude de retrouver d'un entraînement à l'autre. Chaque année, pour plus de 12 000 heures de recherche, près de 5 700 interventions ont lieu dans les eaux territoriales françaises. Si 400 victimes décèdent ou sont portées disparues, plus de 20 000 personnes sont retrouvées saines et sauves. Heureusement, la plupart des sauvetages ne concernent que des accidents ou des incidents bénins. Fatigue, panne, modification météo. Lorsque le
SAMU intervient sur la route, les gens savent, ma foi, qu'on est à quelques minutes ou à quelques heures, dans le pire des cas, de l'hôpital. Quand on est en pleine mer, on ne triche plus. On peut être à des centaines de nautiques de la côte. Donc forcément, lorsque les gens voient arriver et entendent, avant même de le voir arriver, l'hélicoptère, et qu'ils savent que le médecin est à bord, et parfois aussi un infirmier, en super frelon par exemple, oui, ça crée une vraie relation. On est seul avec le patient. Le patient sait qu'il ne peut compter que sur nous, mais il sait aussi qu'on est là pour lui. Donc je pense que ça crée une relation particulière. En tout cas, ce que je crois, moi, c'est que du moment où on va instaurer cette relation de confiance avec les gens, instaurer un rapport humain qui va faire que la personne va se détendre, se dire « bon, le médecin est là, l'infirmier éventuellement est avec lui, ou le plongeur va pouvoir l'aider à faire son travail », ça crée une vraie relation. Remorqueur. Tu me la mets à 600 kilos. Okay. Ça donne quoi? Tony, taxi. On prend le médecin. Ouais. Donc 600 kilos. Attends. Oui. 600 kilos. Ouais. On prendra pas la civière. C'est pas la peine. C'est juste un problème à la jambe. On le prendra à la sangle. Ça nous fera un peu plus de pétrole. Ok? Ça marche? Ok, on y va. Les sauveteurs ont pour mission de récupérer un blessé à bord d'un bâtiment militaire. Un médecin entraîné doit être élitreillé sur le navire afin d'administrer les premiers soins à la victime. La récupération par hélicoptère se fera de nuit. Où est-ce qu'on en est alors? Ok, je te dis ça tout de suite. On est là. On descend ensuite 30 nautiques. Et sur place, on récupère un mec. Ok. On le descend, le plongeur. Ok. Ensuite, toi, on te descend, il te récupère en sécurité. On descend ton matériel. Ok. Vu le poids que l'on fera, je viendrai le temps que tu médicalises, je reviendrai faire les pleins ici. D'accord. Donc sur place. Tu me laisseras combien de temps sur zone alors? Tu auras à peu près 20-25 minutes. Ok. Blessure profonde, sur une distance d'à peu près 15 cm. Ouais. Ouverte, il est un peu choqué. Ok. Lors d'une opération de sauvetage, le premier exposé au danger est le plongeur. Creux de 10 mètres, vent soufflant à plus de 100 km/h, l'hélitreuillage se fait souvent dans des conditions météorologiques difficiles. Ça va? Bon là déjà avec l'oxygène ça va mieux. Bon écoute, on va y aller, on va pas perdre trop de temps maintenant. On va remonter à l'hélico. Dans l'hélico je t'en remettrai pour que tu sois vraiment bien détendu. Mais pour la remontée, je préfère que tu sois bien conscient. Le plongeur va te prendre contre lui. Tu n'auras pas mal. On t'emmènera dans l'hélico, on t'allongera. Et à partir de là, tu bougeras plus. Tu seras bien jusqu'à l'arrivée à l'hôpital. D'accord? Ok. Les équipages de la 35F ont deux types de missions. La récupération des naufragés perdus en mer, qui nécessite souvent des heures de recherche, ou l'évacuation sanitaire, lorsque un ou plusieurs membres d'équipage sont gravement blessés ou malades. Confronté à une situation dont on a un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'informations, mais qui va
en général, ne pas être tout à fait ce que l'on pense. On nous dit par exemple, comme aujourd'hui, blessure à la jambe, on peut très bien tomber sur quelqu'un qui non seulement a la jambe broyée, mais a également derrière un infarctus ou quelque chose de ce genre-là. Donc on descend avec une somme de matériel qui est conséquente et on est les premiers, un peu comme le fait le SAMU sur la route, on est les premiers à intervenir pour porter secours aux gens. Ce qui est évidemment très intéressant au plan technique et au plan humain. Ils sont dehors et en descente. Ils sont en descente, passe au niveau. Je suis le premier en contact avec la personne en détresse. Donc un rôle plutôt, on va dire, décontractant. Il faut apaiser la personne en bas, il faut réussir à gérer le stress des naufragés en plus du sien. Parce que bon, on arrive sur une zone avec beaucoup de changements de situation, pas forcément prévus, parce qu'on se rend compte qu'un SAR n'est jamais le même qu'un autre. Et effectivement, de descendre, on est le premier en contact avec la personne et il faut gérer tout le stress en bas, organiser le sauvetage. La plupart des gens ne sont plus en état de diriger leur bateau, il faut tout gérer en bas. Chacun a son rôle à bord, il faut minimiser le temps, donc chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun avance sur son travail de telle façon que l'autre n'ait pas à revenir. Un regard suffit. Quand je suis au bout du treuil, il y a énormément de bruit. Il suffit que je regarde le mec beau, des fois un petit signe, quelque chose. Il sait tout de suite ce que j'ai besoin ou ce qu'il faut faire et tout fonctionne correctement. Déjà, moi, quand je suis pendu au bout du treuil, je regarde en bas et j'évalue déjà ce qui se passe sur le bateau. Les mouvements du bateau, savoir comment je vais réussir à monter dessus, comment ça bouge. De temps en temps, jette un œil au treuilliste, voir comment lui il jauge ça. Et puis, on pense déjà ce qui se passe sur le bateau. On voit les gens. On voit comment réagissent les gens, s'ils commencent à tous venir sur l'endroit où tu vas être treuillé pour être récupéré, ils sont tous accrochés comme ça et dire bon, essayer de trouver un moyen, leur faire comprendre qu'il ne faut pas qu'ils restent en dessous, ça peut être dangereux. Donc il faut essayer de rester objectif et s'attacher le moins possible, quoi. Voilà. On se fait tous peur, je pense. Le mec qui dit qu'il n'a jamais eu peur, c'est un kamikaze, quoi. S'il y a des risques, il faut les calculer, il faut se connaître. Maintenant, c'est vrai que oui, on a déjà eu peur, descendre des appréhensions, des grosses peurs, non, pas vraiment, parce que bon, il y a l'entraînement qui est derrière, il y a des automatismes secrets, mais des appréhensions. Le croc arrive au niveau de la porte. Le croc est à poste, je vais remonter le boost. On est en bonne position. Le meilleur souvenir, je pense, c'est le sauvetage de nourrissons, donc sur les inondations de Nîmes. Petit bébé de 15 jours qu'on a élitroyé d'un mobil-home qui est à la dérive sur les crues. Et un petit bébé de 15 jours qu'on a remonté dans un sac, enroulé dans une couverture. Donc ça, c'est vraiment le plus fragile que j'ai eu à remonter, entre guillemets, quoi. Donc ça laisse un souvenir assez bon. Nîmes 2002. Des pluies torrentielles s'abattent sur le sud de la France. Le département du Gard est dévasté. 300 communes sont déclarées en état de catastrophe naturelle. Le bilan est terrible. 24 personnes sont portées disparues. Au cours des 3 derniers jours qu'ont duré les secours, les 19 hélicoptères engagés ont effectué près de 1000 élitreuillages. 1800 personnes seront sauvées. L'eau a commencé à monter au niveau de la terrasse. On a vu un premier hélicoptère, c'était les pompiers, qui faisait un premier tour. Et de là, on leur a fait un signe. Au début, on faisait ça un petit peu à la rigolade, parce qu'on s'est dit, bon... Et après, non, ça a commencé à devenir plus sérieux. Et puis là, on a commencé un petit peu à s'inquiéter. Donc la pluie a commencé le 8 septembre 2002. On était coupé du monde vers les 6 heures, donc il n'y a plus de téléphone, plus d'électricité. Et puis bon, une succession d'orages, plus la foudre, c'était assez terrible. Donc bon, la nuit est passée, toujours avec ces orages, la pluie, le vent. Donc le lendemain, on s'est réveillé, on a vu que le terrain était inondé. Donc on ne s'est pas trop affolé, on s'est dit bon, bah, c'est bon, ça va s'arrêter. Il y a eu un moment où ça s'est arrêté pendant à peu près 1 heure. Ensuite, c'est revenu encore plus fort que la veille, en fin de compte. Et donc là, l'eau est montée jusqu'au niveau de la terrasse. Donc on ne voyait plus la piscine, plus de voiture. La voiture s'est submergée. Ensuite, donc on est rentré dans la maison. On avait fermé toutes les fenêtres, mais bon, l'eau passait quand même, hein, malgré tout. Et puis bon, là, en l'espace d'1 heure de temps, entre 9h et 10h du matin, l'eau est montée assez rapidement dans la maison jusqu'au niveau de la table. Ça a commencé assez tôt le matin. 5h30, on a été bipé pour une intervention sur Nîmes. Le plan Orsec avait été déclenché dans la nuit. Et donc on a décollé de hier. C'est une mission qu'on ne fait pas habituellement parce qu'en général, on va plutôt au-dessus de l'eau. En pleine mer, et là on partait dans les terres, donc on se demandait un petit peu ce qui se passait. Et en arrivant sur Nîmes, on a vu que tout était inondé, qu'il y avait des kilomètres et des kilomètres carrés
de champs inondés, que les villages avaient les pieds dans l'eau, qu'il y avait des gens sur les toits des immeubles. Alors ça a tout de suite ça a tout de suite fait monter la pression. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a entendu un hélicoptère tourner. Donc là, on s'est précipité pour faire des signes. L'hélicoptère s'est pas arrêté parce qu'il n'arrivait pas à se caler. Et ensuite, il est revenu. Et donc là, on a vu qu'il stagnait juste au-dessus du toit. Donc un par un, ils nous ont fait signe de monter sur le toit. Et un par un, on est monté dans l'hélicoptère. La fille de ma voisine, qui a 12 ans, est montée en premier. Ensuite, c'était moi. Et ensuite, on a pris les enfants pour justement les calmer là-haut parce qu'ils étaient en pleurs, ils hurlaient. Et donc, ça permet de pouvoir les rassurer, qu'il y ait au moins une maman dans l'hélicoptère pour rassurer les enfants. C'est impressionnant quand on voit la télé, quand ça se passe ailleurs, on ne se rend pas compte en fait. Mais quand ça nous arrive à nous, là tout de suite on prend une autre vision des choses. Mon meilleur souvenir de sauvetage, c'est sans aucun doute les évacuations pendant les inondations à Nîmes, qu'on a fait au mois de septembre, où les interventions sont faites dans des situations météorologiques extrêmement périlleuses et où il y avait un nombre de personnes en difficulté tout à fait extraordinaire, plusieurs milliers de personnes sur les toits de leur maison. Qui plus est, on avait vraiment l'impression que notre intervention, l'urgence de notre intervention était essentielle. À 1 heure près, des gens ne s'en sortiraient pas. Il y avait vraiment une tension assez importante et une densité au niveau des actions à mener tout à fait inhabituelle. Au départ, donc, la victime nous voit plutôt comme le sauveur, quoi. On descend. Moi, j'ai eu des réactions d'enfants donc, sur Nîmes. Les enfants, la seule chose qu'ils ont retenue, ils m'ont surnommé le petit bonhomme orange, donc, suite à la couleur de ma combinaison. Mais c'est la seule chose qu'ils ont retenue. C'est vraiment... Il y a le stress, il y a un espèce d'état de choc, ce qui fait qu'ils ont une image forte qui se grave, et le reste, ils l'oublient, quoi, en fait. Et la plupart du temps, on voit dans la machine, dans l'hélicoptère, au retour, il y a plusieurs réactions. Il y a des gens qui sont cloîtrés dans leur coin, il y a des gens qui vous tiennent la main et qui ne vous lâchent plus, et d'autres qui sont complètement indifférents, qui descendent, qui n'y a même pas un regard. C'est suivant l'état de choc de la personne, en fait. C'est pareil, il n'y a pas une réaction qui n'est la même suivant les personnes. C'est vrai que ce qui est parfois un peu frustrant, c'est de ne pas savoir ce que deviennent les gens qu'on a soignés. Ça m'est arrivé en Bretagne, par exemple, de porter secours à des bâtiments de pêche espagnols. Que sont-ils devenus? On n'en sait rien. En général, ils sont transférés dans des hôpitaux qui sont des hôpitaux militaires, qui sont ceux des ports de rattachement des détachements d'hélicoptères. On sait qu'on y fait de l'excellent travail, donc on n'est pas inquiet pour eux. Mais on aimerait en savoir plus souvent. Certains écrivent, certains reprennent contact avec les gens qui leur ont porté secours. En tout cas, ça nous fait toujours plaisir. Les retrouvailles avec les sauveteurs, c'était vraiment extraordinaire. Déjà, on s'y attendait pas et puis c'était un truc inoubliable, quoi. Je veux dire, on a discuté de ce qu'on a vécu, on les a remerciés. On sentait que c'était à la limite des amis, quoi. C'était devenu nos amis, quoi. Les retrouvailles avec les sauveteurs, ça a été très bien parce qu'on s'est tous retrouvés, mais dans d'autres conditions. Dans les meilleures conditions, en fait. Quand on s'est retrouvés, ça a été quelque chose de très fort. On était contents.
peu près presque au bout de l'île de Long Island. Il y a toujours une trentaine, 30 à 40 nœuds de vent suivant les rafales sud-ouest. Là on peut croiser un cargo, mais ça va assez vite, là, entre 25 et 29 nœuds. On a un petit peu de courant. Il m'est arrivé plusieurs fois de me faire secourir, et une fois par la marine portugaise et une autre fois par un cargo philippin. On est bien content de les voir arriver. Il y a un moment, tu sais presque quand tu es dans la flotte, tu te dis, tu sais même plus si ça fait tellement mal que tu te dis, ben, tant pis, on laisse faire, quoi. Tu sais même plus si tu dois reprendre l'énergie ou pas. Et puis ben, après, finalement, il y a le bon sens qui revient et tu arrives à lutter et trouver des forces incroyables pour ressortir dessous. Et je peux dire, j'ai une douleur dans le dos qui est assez incroyable.